Monsieur le Président, Majesté, Excellence et Altesse. Excellence, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Excellence, Monsieur Abdallah Shahid, président de l'Assemblée générale, Mesdames, Messieurs. Tout d'abord, je voudrais adresser mes plus chaleureuses félicitations à son Excellence Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies pour sa réélection pour un second mandat. Et je suis tout confiant dans le succès de ses efforts et des grandes démarches qu'il déploie pour réformer l'organisation et la conduire sur la voie de la paix et de la sécurité internationale. Je félicite également son Excellence Abdallah Shahid pour son accession à la présidence de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, présidence de l'espoir, lui souhaitant plein succès dans sa noble mission. Je voudrais également exprimer mes remerciements et ma gratitude à son Excellence l'ambassadeur Volkan Bozkır, représentant permanent de la République sœur de Turquie, pour avoir fait preuve de grandes compétences, de réelle efficacité et de professionnalisme dans sa direction de la précédente session de l'Assemblée générale des Nations unies. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, notre session se tient pour la deuxième fois consécutive alors que le monde continue de vivre l'impact de la crise sanitaire causée par la propagation du Covid-19 et ses variants. Les répercussions et les défis consécutifs de ces fléaux ne cessent de croître et de se ramifier. Les atteintes de par le monde ont frôlé des seuils alarmants. 250 millions, tandis que les décès ont franchi la barre des 5 millions d'individus, ce qui est aussi un chiffre effrayant par rapport à leur nombre à la même époque l'an dernier. Quant aux autres défis et répercussions économiques, sociaux et humanitaires, ils sont plus dramatiques et plus profonds que la crise sanitaire elle-même, dans le monde entier. Mais ils sont plus aigus et plus graves dans les pays pauvres et en développement en raison de la précarité de leurs économies et de leur incapacité à supporter des crises de ce genre sur des périodes aussi longues, ce qui a exposé la vie des populations de ces pays en grand danger. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les mesures prises par le monde pour faire face à cette pandémie et ses répercussions sont encore en deçà des attentes et n'ont pas encore été à la hauteur des exigences de la crise, ce qui nous oblige tous à redoubler et à coordonner les efforts pour permettre aux pays en développement de se procurer des vaccins en quantité suffisante et de renforcer leur capacité technique pour accélérer le rythme de vaccination d'une part et les accompagner d'autre part pour les aider à faire face aux préjudices économiques, sociaux et humanitaires de la crise. Dans ce contexte, nous renouvelons à partir de cette tribune l'appel lancé par son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani à plus d'une occasion régionale et internationale pour l'annulation totale et définitive de la dette extérieure des pays africains afin qu'ils puissent surmonter les effets économiques résultant de la crise du Covid-19. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, le gouvernement de la République islamique de Mauritanie a pris sur instruction du Président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, de nombreuses mesures qui ont permis de limiter la propagation de la pandémie et d'alléger ses répercussions sur les populations, notamment les couches pauvres. Parmi les plus importantes de ces mesures, on peut citer le début de la campagne de vaccination élargie sur toute l'étendue du territoire national, ce qui permettra très prochainement à 15% de la population de recevoir le vaccin. L'imposition de mesures de prévention sur toute l'étendue du territoire national et leur contrôle rigoureux. Le contrôle et la sécurisation de l'approvisionnement du marché local en produits essentiels. L'empêchement de la contrebande et la baisse des prix qui ont connu une flambée au niveau mondial du fait de la pandémie. Le contrôle et sécurisation des médicaments essentiels et la stabilisation de leurs prix. La prise en charge des frais de l'assurance maladie en faveur de 120 000 familles, ce qui approche 600 000 personnes issues de couches pauvres et vulnérables. La poursuite des aides financières directes, cash transfert au profit de milliers de familles pauvres et éprouvées. Mesdames, Messieurs, le gouvernement de la République islamique de Mauritanie réaffirme son soutien constant aux causes justes partout dans le monde. À ce titre, il réitère le droit du peuple palestinien à la dignité, à la souveraineté dans le cadre d'un État indépendant et viable avec El-Quds et Chérif pour capitale, conformément à l'initiative de paix arabe et aux résolutions internationales pertinentes dans le cadre de la solution à deux États, fondée sur l'existence de deux États vivant côte à côte dans la paix et la stabilité.
Sa constante et ferme position par rapport au conflit du Sahara occidental, qui est impartial vis-à-vis des deux parties en conflit, avec lesquelles il entretient d'excellentes relations, et son soutien aux efforts des Nations Unies et de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité visant à trouver une solution acceptable pour tous. Dans ce contexte, il exhorte le secrétaire général à accélérer la nomination d'un envoyé spécial pour reprendre le processus qui avait été interrompu il y a 2 ans après la démission de son prédécesseur. Son soutien aux efforts internationaux visant à faire de la phase de transition en Libye un succès. La nécessité d'œuvrer à trouver une solution politique qui préserve l'unité et l'indépendance de la République sœur de Syrie et la dignité de son peuple et son droit de vivre dans la dignité. Son soutien à la légitimité au Yémen frère et son appel à rechercher une solution pacifique conformément à l'initiative du Golfe et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Je vous remercie. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a mis à profit son passage dans la capitale marocaine Rabat pour poser en compagnie de son homologue marocain Nasser Bourita la première pierre de l'édifice du futur complexe diplomatique de notre pays. Le complexe, dont le design est inspiré de l'authentique art architectural mauritanien, sera bâti sur une superficie de plus de 5 341 mètres carrés et abritera les bureaux administratifs de l'ambassade et la résidence de l'ambassadeur. Prenant la parole à cette occasion, l'ambassadeur de Mauritanie à Rabat, M. Mohamed Ould Hanani, a souligné que cet important projet constituera l'un des symboles des relations distinguées liant nos deux pays frères. Ici à Nouakchott, le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamoudou Kane, et la représentante résidente de la Banque mondiale ont signé une convention de financement octroyée par l'IDA, un financement qui s'inscrit dans le cadre de la politique de développement axée sur la réforme du secteur privé, la technologie numérique et le capital humain. Naja Jekani. Cette convention par laquelle l'IDA, filiale de la Banque mondiale, octroie à notre pays un appui budgétaire équivalent à 1,1 milliard MRU est destinée à appuyer un ensemble de réformes dans plusieurs secteurs vitaux de l'économie nationale. Ce financement vient spécifiquement concrétiser l'appui de la Banque mondiale aux réformes en cours pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement technique et professionnel, pour l'encadrement du système de paiement électronique et pour une nouvelle politique du numérique. Il vient aussi en appui aux efforts de lutte contre les chocs affectant la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Plus simplement, ce financement vient en appui aux programmes en cours d'exécution par notre pays dans divers secteurs, contribuant ainsi à la concrétisation des engagements du président de la République, son Excellence M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. À ce jour, le portefeuille de la coopération entre notre pays et la Banque mondiale avoisine les 900 millions de dollars et couvre des secteurs tels que l'agriculture, l'élevage, la formation, la protection sociale, le développement institutionnel, la gouvernance, l'énergie et l'environnement. Le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamoudou Kane, a saisi l'occasion de cette convention pour expliquer à l'opinion publique les tenants et aboutissants relatifs à la récente décision de l'IDA concernant notre pays. D'abord, c'est quoi cet exercice? Les comptes nationaux du pays jusqu'en 2017-2018 étaient fondés sur un système comptable qui date de 1993. Depuis 1993, avec les aléas de l'outil statistique, avec les changements qui affectaient nécessairement, et dans tous les pays, l'économie réelle, il y a pu y avoir des distorsions entre ce qui est mesuré et ce qui est la réalité de l'économie du pays. En 2017, il a été décidé
de s'ajuster sur le réel. C'est l'économie mauritanienne telle qu'elle existe. Corriger toutes les distorsions que l'outil statistique n'a pas pu constater depuis 1993. Cet exercice a été fait par plusieurs pays, pas seulement en Afrique, plusieurs pays du monde. Cela a été fait en Mauritanie et cela a conduit à un résultat. Ce résultat qui dit que le produit net par tête d'habitant est de l'ordre de 22% plus que ce qui a été mesuré jusqu'à présent, jusqu'à cette date-là. C'est un exercice qui a été long et fastidieux, qui a duré 2 ans, plus de 2 ans, qui a mobilisé plusieurs équipes à travers le pays avec le concours de plusieurs experts internationaux. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que ce chiffre de plus 22% de revenu net par tête d'habitant ne doit faire l'objet ni de fierté particulière, ni de célébration particulière. Ce n'est pas ce chiffre, ce n'est pas ces rapports qui ont changé le bien-être des Mauritaniens. Ce n'est pas ce chiffre, ce n'est pas ces rapports qui ont changé l'état de richesse des Mauritaniens. Il s'agit de connaître avec plus de précision l'état de l'économie du pays, 25 ans après l'adoption d'un système comptable. Tout ce que le système statistique mauritanien n'a pas pu détecter en 25 ans, il fallait le corriger à travers un grand exercice, un large exercice, avec l'appui de tous nos partenaires. C'est ce qui a été fait. Il reste maintenant, il y a des conséquences. Il y a des conséquences dans nos rapports, en particulier avec la Banque mondiale, mais pas seulement. Nos partenaires qui nous prêtent l'argent, qui surveillent notre endettement, qui surveillent notre état d'enrichissement ou l'état de notre croissance. La Banque mondiale en a tiré une conclusion, celle dont la presse s'est emparée et qui est juste. À nous, au gouvernement, de gérer cette leçon que la Banque mondiale en tire. À nous de la gérer dans notre dialogue avec la Banque mondiale, dans le volume des ressources qu'il faudra mobiliser, mais aussi dans les conditions, si elles peuvent être améliorées. Ça, il appartient au gouvernement de le faire dans son dialogue quotidien avec la Banque mondiale. Mais il y a surtout des leçons à tirer pour notre pays. Une leçon à tirer, c'est l'importance de l'outil statistique. L'importance de l'outil statistique est démontrée par cet exercice. D'où la réforme qui est en cours au niveau de l'ANSAD, l'ex-ONS. Il y a une leçon à tirer et qui est encore beaucoup plus importante. C'est la façon dont nous utilisons l'argent qui est mis à nos dispositions par nos partenaires. L'exécution des projets. La vitesse d'exécution des projets, la qualité d'exécution des projets. C'est beaucoup plus important que les conditions des prêts. Si on nous donne l'argent, si on nous prête l'argent et qu'on l'utilise mal, autant ne pas l'avoir. Donc ça, c'est 2 leçons extrêmement importantes, d'où la réforme en cours du Code de passation des marchés publics, d'où tous les efforts du président de la République, du Premier ministre, de tout le gouvernement pour sensibiliser les responsables des unités de gestion des projets sur leurs responsabilités. Voilà ce que je voudrais dire, en plus de ce qui vient d'être dit au sujet de la signature de cette convention, qui est en don. Aujourd'hui, c'est en don. C'est théoriquement le dernier don. En tout cas, nous voulons continuer à mériter le statut que nous avons de pays pas trop pauvres. Mais nous avons le devoir de voir avec la Banque mondiale dans quelle mesure nous pouvons améliorer l'accès de la Mauritanie aux ressources de l'IDA. Le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamoudou Kane. L'hydrogène vert, une source d'énergie qui tient à cœur le département du pétrole, des mines et de l'énergie, qui s'attelle à faire de la Mauritanie le premier producteur et exportateur de cette énergie à l'avenir. Le ministère a convié ce matin plusieurs secteurs concernés par la question en vue d'échanger sur la transition énergétique et les perspectives prometteuses de l'hydrogène vert dans notre pays. Mohamed Khatat.
Dans le cadre de l'orientation mondiale vers les énergies renouvelables, de plus en plus de décideurs élaborent des stratégies de transition énergétique pour faire face aux défis du XXIe siècle, que sont les changements climatiques, la pollution atmosphérique et l'épuisement des ressources. Et pour cause, les principales ressources renouvelables proviennent du vent, du soleil, de la chaleur terrestre, de l'eau, de la biodégradation. Ces énergies sont dites propres ou vertes car leur exploitation engendre très peu de déchets et d'émissions polluantes. D'où ce séminaire sur la transition énergétique et les perspectives prometteuses du développement de l'hydrogène dans notre pays, organisé par le ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, qui durera 2 jours dans la salle des conférences de l'ancien palais des congrès de Nouakchott. L'occasion pour le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, M. Abdesselam Mohamed Saleh, de déclarer que les caractères spécifiques de l'hydrogène vert font de lui un choix principal pour construire un monde et des économies durables et neutres, sans émissions de carbone. Il a souligné que les choix stratégiques pour le développement énergétique, la promotion de l'investissement privé, le partenariat pour la production d'hydrogène vert sont fortement soutenus par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Qazouani. Le ministre a indiqué que la Mauritanie a signé le 28 mai un mémorandum avec la société CWP pour le développement de l'un des plus grands projets d'énergie renouvelable au monde afin de produire et d'exporter l'hydrogène vert et ses dérivés. La cérémonie a été aussi marquée par la signature d'une convention de partenariat entre la société Chariot, spécialisée des énergies de transition, et l'école polytechnique de Mauritanie. Cette convention permettra à l'école de bénéficier de l'achat d'équipements informatiques et le financement d'études de faisabilité pour l'extension de ces installations, en plus de l'octroi de bourses aux 5 ou 6 majors de l'école. De son côté, M. Ismail Ould Abdelfattah, chargé de mission de la transition énergétique et du développement de l'hydrogène au ministère du Pétrole, a indiqué: notre pays est rentré dans le développement, dans la transition énergétique et le développement de l'hydrogène vert. Donc, ce qui ouvre à notre pays des horizons absolument importants pour l'industrie et l'électricité à bon marché. L'industrie, on va développer notre industrie minière qui a besoin d'une énergie pour être rentable. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. On peut aussi, grâce à l'hydrogène, faire de la réduction directe. Ça fait longtemps que malheureusement, on exporte du minerai à l'état brut. Là, on va essayer de faire des transformations et ça va générer des ressources nouvelles pour le pays, de la valeur ajoutée pour la SNIM. Donc, c'est quelque chose d'absolument important pour tout le monde. Ça va générer aussi des emplois pour toute la population mauritanienne. La Mauritanie va, pour ces 2 projets qui sont déjà signés, celui de CWP et celui de Chariot, chacune en phase de construction va employer autour de 5000 personnes et en phase d'exploitation 2000 personnes, ce qui est déjà très important pour notre pays. Ainsi, 2 jours durant, les participants échangeront sur des thématiques telles que la production de différents types d'hydrogène, les avantages et les défis de l'hydrogène vert et la manière de les stocker et de les transporter. La 2e conférence ordinaire de la Fédération nationale de l'élevage s'est tenue aujourd'hui à Nouakchott sous la supervision du ministre de l'élevage, M. Mrabatul Bonahi. Il a saisi cette occasion pour exhorter les acteurs et les professionnels du secteur à œuvrer pour l'amélioration de ses moyens de production et sa modernisation. Abdoul Adamaba. Réorganisation et modernisation de l'élevage, tel est le thème de ce congrès ordinaire de la Fédération nationale de l'élevage. C'est afin de permettre à ce secteur de jouer pleinement son rôle dans le cadre de la sécurité alimentaire, le développement socio-économique du pays et contribuer à la lutte contre le chômage. Le ministre de l'élevage, a précisé que l'élevage joue un rôle important pour la disponibilité et l'approvisionnement des marchés en denrées alimentaires. En plus, il offre des opportunités d'emploi. Il a par ailleurs déclaré que des mesures ont été mises en œuvre pour l'essor de cette activité professionnelle, à savoir la disponibilité du secteur bancaire pour le financement des projets d'élevage. Malgré sa contribution à l'économie nationale, la prise en charge du cheptel reste en deçà des attentes des autorités, dont le président de la République, qui fonde un grand espoir sur ce secteur.
Le président sortant de la Fédération nationale des éleveurs, Wallah Haïmoun, a affirmé que les éleveurs occupent une place importante dans le cadre du programme du président de la République. Le président sortant a été décoré, il a reçu des mains du ministre de l'élevage le bouclier de l'Union nationale du patronat. Cette décoration constitue une première dans ce cadre. Le président de l'UNPM, l'Union nationale du patronat mauritanien, a exprimé sa satisfaction et son enthousiasme pour la contribution de cette fédération au développement socio-économique du pays. Il a été matérialisé par cette distinction. Avec la convocation de ce deuxième congrès ordinaire de la Fédération nationale des éleveurs, c'est l'Assemblée générale de l'UNPM qui pointe à l'horizon ce qui devrait se tenir le mois prochain. Au chapitre des droits de l'homme, il était également en question dans le cadre d'un atelier de la stratégie nationale de promotion de la société civile en Mauritanie. L'atelier organisé par le Commissariat aux droits de l'homme à l'action humanitaire a pour objectif d'améliorer les performances des acteurs de la société civile. Amina Mtrlil. À travers le présent atelier, le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile vise la restitution et la validation de la stratégie nationale de promotion de la société civile. L'objectif étant, précise le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Cheikh Ahmed Ould Ahmed Salem Ould Sidi, dresser le bilan de la société civile nationale et de mettre en avant ses points forts, faibles, ainsi que les besoins nécessaires à l'amélioration de son rendement. Et ce, à travers 7 axes stratégiques. L'amélioration du cadre juridique, la participation efficace de la société civile à la conception, l'exécution et l'identification des politiques et programmes du développement, le développement d'un système d'information sur la société civile, la conception et le renforcement des capacités de la société civile, l'amélioration de l'accès des ONG au financement, le renforcement de la gouvernance interne, la comptabilité et la transparence dans l'action de la société civile, et enfin la structuration des ONG concernées par le développement en tant que moteur de transformation du développement dans notre pays. Pendant cet atelier, les présentations ont porté sur les axes stratégiques nationaux visant la promotion de la société civile et ses objectifs. Des axes qui comprennent, entre autres, l'élaboration d'un cadre logique de concertation visant à inclure toutes les parties concernées par l'action non gouvernementale dans notre pays. Venons-en à présent à la page pluviométrique de ce journal pour vous communiquer les hauteurs de pluie enregistrées au niveau de certaines localités du pays. Après la pluie, nous vous invitons à prendre connaissance de la dernière situation épidémiologique relative à la pandémie de la COVID-19 dans notre pays avec le bulletin quotidien du ministère de la Santé. Durant les dernières 24 heures, nous avons enregistré 53 nouveaux cas positifs du Covid, dont des cas contacts et 51 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré 85 nouvelles nouvelles guérisons. Nous avons malheureusement aussi enregistré un nouveau décès. Le cumul enregistré dans notre pays depuis le début de la pandémie est de 35 949 cas positifs. Le cumul de guérison est de 34 484. Le cumul de décès est de 773 décès.
Nous avons aujourd'hui 685 cas actifs, dont 656 asymptomatiques et 15 cas simples. Nous avons aussi parmi ces cas 14 cas dans une situation clinique grave. Les cas enregistrés durant les dernières 24 heures se répartissent comme suit sur les Muqata des pays. Nous avons 4 cas au niveau de Tamshkut, 1 cas à Tintan, 1 cas à Barkewel, des cas ont été enregistrés à Guérou, des cas à Kayhidi, 3 cas à Mougel, des cas à Boutilimit, 6 cas à Oujeft, 3 cas à Atar, 4 cas à Wadan, des cas à Chami et 4 cas à Nouadhibou, des cas à Zouerat, 9 cas à Tavrarzena, 3 cas à Tayat, 1 cas à Toujounine et 1 cas à Aravat, un autre cas à Mina et un autre cas à Riyad. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 1751 tests, dont 1363 tests de type TDR, test rapide, et 388 de type PCR. Par rapport à la situation de vaccination dans notre pays, nous avons vacciné durant les dernières 24 heures 556 personnes par la première dose. Nous avons aussi vacciné 2507 personnes par la deuxième dose, ce qui porte le nombre total de vaccinés par première dose à 321 479. Et ceux qui ont reçu leur deuxième dose, c'est-à-dire les complètement vaccinés, à 573 390 personnes. À Rosso comme à Kayhidi, les centres de vaccination anti-Covid-19 connaissent un afflux relativement faible des citoyens. Pire, le respect des mesures barrières est également peu observé, notamment dans les marchés de ces deux villes. Aminata Khan. À Kayhidi, capitale de la wilaya du Gorgol, les centres de santé disposent des vaccins et des équipes médicales complètes qui attendent patiemment l'arrivée des citoyens désireux de se faire vacciner après l'organisation par l'État de plusieurs campagnes de vaccination. Au centre de santé de Moderne, un des quartiers de la ville, nous avons tendu le micro au personnel soignant qui a mis l'accent sur l'importance de la vaccination, soulignant que c'est la seule solution pour éradiquer la pandémie, mais également en respectant les mesures barrières telles que le port du masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et le respect de la distanciation sociale. Ce citoyen appelle les Kayhidiens à affluer vers les centres de santé pour se faire vacciner, car selon lui, la maladie n'épargne personne. Le même constat est fait dans les centres de santé de la wilaya du Trarza, principalement à Rosso, sa capitale. Ce médecin a indiqué que les citoyens ne viennent plus comme avant. Il arrive qu'au cours d'une journée, qu'ils ne vaccinent qu'une dizaine de personnes, ce qui est déplorable, indique-t-il, car les médecins et les vaccins conservés sont disponibles et qu'il y en a pour tout le monde. Il poursuit en indiquant que Rosso est une ville transfrontalière, d'où l'importance pour les populations de se vacciner pour se protéger et protéger leurs prochains. Ce citoyen a indiqué qu'il est venu ici pour se faire administrer la seconde dose. Il poursuit en indiquant que même si les citoyens ont été sensibilisés, certains restent réticents. Cet autre abonde dans le même sens, indiquant qu'il a reçu sa première dose à Tekan, une des Muqata'a de la wilaya du Trarza, et qu'il est venu se présenter aujourd'hui au centre, qu'il n'a rencontré aucune difficulté et qu'il s'est fait administrer la seconde dose. On ne le dira jamais assez, se faire vacciner et respecter les mesures barrières sont les précautions à prendre pour se prémunir contre la pandémie de la Covid-19. À bon entendeur, salut. Enfin, à Tembedra, les autorités locales soutenues par la délégation régionale du commerce continuent d'observer l'application de la nouvelle tarification des produits de première nécessité. Amina Mtril. La stabilisation de la nouvelle grille tarifaire mise en place par les pouvoirs publics ainsi que son application sur le marché était l'objet de la réunion qu'a tenue le Hakem de Tembedra avec les représentants des commerçants dans la Muqata'a.
Le directeur régional du ministère du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, M. Ahmed Oulemdeil, a précisé que la présente visite a pour objectif de s'assurer de la mise en œuvre sur le terrain de la grille des prix des produits alimentaires de première nécessité et qu'au cours de la réunion tenue avec les représentants des commerçants de la wilaya, en présence des autorités locales, les hommes d'affaires ont exprimé leur adhésion et leur respect à ces prix. Les visites du terrain, poursuit-il, auront pour objet la vérification effective de la présente grille tarifaire. Pour leur part, les commerçants de la Muqata'a de Tumbadra ont exprimé leur respect à la liste des prix en question en tant que devoir national. C'est ce qu'a affirmé le président du syndicat des commerçants de Tumbadra, M. Hamoudi Oulital Bamar, qui a affirmé la volonté du syndicat et des commerçants d'appliquer ces consignes à la lettre. Le suivi des différents marchés de la wilaya du Houd al-Sharqi est accompagné par la volonté ferme de sanctionner les contrevenants à ces décisions gouvernementales qui concernent les citoyens en premier lieu et la préservation de leur pouvoir d'achat. L'éveil et la vigilance du citoyen restent quant à eux les meilleurs moyens garantissant le suivi et le respect de cette nouvelle grille tarifaire au niveau local. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur appelle du haut de la tribune des Nations Unies à alléger les impacts du Covid-19 sur les pays pauvres. Notre pays et la Banque mondiale signent une convention de plusieurs millions d'ouguiyas pour développer des secteurs vitaux. La transition énergétique et les perspectives de l'hydrogène vert au menu d'un atelier organisé par le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention et excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.